Ok, c'est parti pour aller un peu dans le détail d'un design. Ok, là c'est le design d'un client que j'ai, c'est un maraîcher sur une terre agricole qui a des besoins donc de maraîcher, de production et d'efficacité. Et je vais te montrer un petit peu ce qu'on a fait pour lui. Il avait envie d'une forêt nourricière. Ce qu'il a envie de faire, lui, c'est de l'agro-tourisme un petit peu. Il n'a pas envie d'être juste lui tout seul sur sa ferme, sur ses planches. Il a aussi envie de faire venir des gens qui vont venir soit prendre du plaisir, se balader, faire de l'autocueillette. Et puis, tant qu'à faire, tant qu'ils sont là, ils vont peut-être voir des animaux, peut-être aller accéder à la plaine de jeu, avoir des sentiers balisés sur lesquels la personne qui vient visiter va pouvoir apprendre des choses. Euh, ouais, c'est ça. Tu sais, l'idée, c'est que les gens viennent peut-être juste pour se balader et puis ils repartent avec un panier bio, ils repartent avec des produits transformés. Et ils passent un bon moment. Ils passent quelques heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est ça l'idée. Donc, allez, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis après, je plonge dedans, je vais dans le détail. Et puis je t'explique pourquoi j'ai fait tels éléments. Le but, voilà, c'est que tu comprennes tout le processus de création d'un design, d'un plan comme ici. Donc je te montre un petit peu. Allez, je te montre en gros. Tu vois, il y a toute cette parcelle-là. On voit les planches maraîchères, on voit les serres, on voit le bâtiment de stockage et de transformation qui sont un petit peu à l'écart. Ok. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-ci. À quoi ça ressemble? Donc, on a la forêt nourricière qui est un petit peu sinueuse, mais pas tant. Tu vois que si on regarde bien, on voit quand même des lignes. Donc, en termes d'optimisation de l'espace, on est quand même bon, mais on crée quand même un effet un peu sinueux pour que ce soit plus sympa d'aller se balader là-dedans, avec bien sûr des bancs, des tables de pique-nique. Si on avait fait des lignes, si on avait fait des rangées, on aurait pu gagner 4 arbres au total. Donc tu vois qu'en termes de production, je ne sais plus combien on en a exactement. En termes de production, on perd pas grand chose à faire du sinueux et on gagne un peu en beauté. Ok, donc ça c'est l'aspect forêt nourricière avec sous les arbres fruitiers variés. On peut avoir des arbustes, on peut avoir des herbacées, des mellifères, des comestibles, des plantes médicinales. Ici c'est l'espace petits fruits avec, ouais, c'est intéressant, tu sais, comme c'est un maraîcher, il a besoin d'efficacité aussi. On va dire ok, telle section elle va être prête plutôt en juin, cette section va être prête en juillet, cette section en août. Pareil pour la forêt nourricière, on évite d'avoir des pommiers qui produisent en octobre une fois à un bout du terrain et puis un autre à l'autre bout du terrain. On va essayer de mettre ce qui produit au même moment à peu près dans le même espace pour que ce soit assez simple. On dit ok, ça c'est la section, comme pour les petits fruits, la section juillet ou septembre, octobre. Enfin, pour les arbres fruitiers, ça va être plutôt août, septembre, octobre. Alright. Donc ici, c'est ça, en hâtif, on va avoir les framboisiers, on va avoir de la vigne, on va avoir les petits fruits, cassis, gadelle, des choses comme ça. Un petit mandala aussi, parce que c'est beau. On a tout un tas de pergolas aussi à kiwi. Donc le but, c'est que ce soit beau, que les gens puissent se promener dedans, faire de l'autocueillette, passer un bon moment, et puis acheter des produits frais ou transformés. Du côté de l'entrée, c'est ça. Donc les gens arrivent par ici. Ah, c'est super beau. On a le kiosque où les gens peuvent acheter quelque chose. C'est la première chose qu'ils voient quand ils rentrent. Puis après, ils peuvent se promener, voir des plus grosses arbres. Il y a les animaux, il y a la plaine de jeux, il y a les tables de pique-nique. Et puis il y a l'accès à tout le reste ici de l'autocueillette. Voilà, ça c'était juste le petit overview. Maintenant, on va rentrer dans le détail de tout ça. Première chose dont j'ai envie de te parler, moi, ce sont les observations. Comme ça, c'est bien, tu vois tout le terrain. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-ci. Okay, c'est surtout celle-là. Celle-là aussi, on aimerait pouvoir la développer. Cette partie-là, elle ne fait pas encore partie du terrain, mais on aimerait pouvoir la racheter pour que les gens qui viennent explorer, enfin qui viennent se rendre à la ferme, ne passent pas par cette partie-ci. Là, tu vois, il y a sa maison, là, il y a la transformation. Il n'aime pas trop mélanger les deux. Donc aujourd'hui, les gens vont simplement passer par la route, aller se garer ici, ou s'il y avait une ancienne... un ancien bâtiment, donc le sol est hyper compacté, donc c'est très bien pour les mettre des voitures. On amène les gens par ici, c'est un petit peu compliqué parce que tu vois, ils pourraient se perdre par là. Donc on sait que c'est temporaire et que très vite, on va vouloir que les gens viennent se garer ici et n'aient accès qu'à cet espace-là. Et cet espace-là, tu vois, il est très facile à contenir. On a simplement ici, tu vois, on a un champ entre les deux. On peut venir planter des choses qui prennent un petit peu de hauteur, comme ça on cache la vue. Les gens ne sont même pas intéressés d'aller voir ce qui se passe par là parce que le seul accès, ça va être ce petit chemin ici. Tu vois, les photos sont de bonne qualité. Là, je suis venu avec le drone. Tu mets une petite barrière ici. Merci, au revoir. Le reste, ici, il y a de l'eau. Ici, il y a un fossé aussi. Personne ne passera par là. C'est parfait. En attendant, c'est vrai, si ça reste comme ça, il va falloir probablement mettre des haies ici pour éviter que les gens aillent dans cette direction-là.
et qui viennent aller là où il y a la production maraîchère. Ok, donc ça tu vois un peu le terrain, voilà un peu le contexte. Je vais te parler un petit peu des observations qu'on a faites sur place. Au niveau de l'enseignement, il n'y a rien à dire, tu vois, le sud, on a un terrain qui est bien orienté. On a quand même des arbres ici qui sont assez grands, donc on va avoir une zone d'ombre ici. Ok, zone d'ombre, ça veut dire que peut-être que ce sera un peu plus humide ou bien que tes plantes auront un peu plus de mal à pousser, donc on va les voir. Les arbres sont pas si grands, donc c'est pas si gênant, mais ça veut dire que peut-être on va devoir mettre des plantes qui peuvent se contenter de la mi-ombre, par exemple. Ça, c'est un truc que je garde en tête quand je vois des trucs comme ça. Mais sinon, le reste du terrain, c'est du plein soleil. Pour moi, plein soleil, c'est 8 heures de soleil au moins. Voilà. Alright. Au niveau du vent, pas grand chose à dire. On a du vent voilà, qui va venir de l'ouest. Il y a déjà des arbres qui sont plantés ici. Il y a plein d'arbustes ici aussi qui protègent tout l'espace maraîcher. Il y a quelques bâtiments qui vont faire de turbulences ici. Mais tu vois qu'il y a une forêt, donc ce terrain est quand même bien protégé. Ce serait bien à terme, de toute façon, le long du fossé ici, d'aller mettre des arbustes. Tu mets une ébrise-vent ici sur des arbustes qui font 4, 5, 6 mètres. Ça peut être du saule, de l'aulne, ça peut être de l'argousier, du chalet. On peut mettre de la mélanchier, du sureau, voilà, des choses comme ça. Alright. Ça c'était juste pour le vent. Mais voilà, déjà dans l'état, on a un terrain qui est quand même bien protégé déjà. On pourrait l'améliorer, voilà, comme je disais, en mettant une haie le long des fossés, ou bien dans cet espace-ci, ici, si on a envie de mettre des arbres un peu plus grands, on peut y aller. Pas trop grand non plus, parce qu'on n'a pas envie de faire trop d'ombre sur cette partie-ci. Donc, de nouveau, 10 mètres, 12 mètres, grand max. C'est à vue d'œil, moi je dirais ça. Ok, au niveau du dénivelé, on a une légère pente, vraiment très légère. On a quand même l'eau qui va s'écouler un petit peu. Donc on le voit bien, le fossé, là, il est vraiment au fond de la vallée en quelque sorte. Et ici, l'eau, elle s'écoule, puis après, tout ça, c'est plat. Ce qui fait, on le voit bien d'ailleurs, c'est que toute cette zone-ci, elle est vraiment humide. On le voit d'ailleurs que les plantes, c'est pas les mêmes plantes qui poussent exactement. On voit que ce terrain-ci est beaucoup plus humide que celui-là. Celui-là, il est un petit peu en pente. Donc l'eau s'écoule quand même un petit peu, mais voilà, on voit Antoine là qui est en train de faire un trou. Et quand il creuse, le trou se remplit d'eau. Donc pour l'instant, on voit qu'on a un terrain qui est très mal drainé. D'ailleurs, je vais te parler de l'eau un petit peu, à quoi ça ressemble. Mais voilà, on voit aussi au niveau des plantes, plus de plantes d'eau qui poussent ici. Donc c'est un bon indicateur qu'on a un sol dans lequel on manque d'oxygène probablement et dans lequel il y a beaucoup trop d'eau, ce qui est vraiment pas bon pour ni le maraîchage ni les arbres fruitiers. Donc en l'état, il n'y a pas grand chose qui peut pousser là-dessus. En tout cas, pas grand chose qui va nous intéresser au niveau de la production. Vite fait, quelques dessins sur l'eau. Ici, il y a des fossés. Regarde, je peux t'enlever ça, on les voit en fait, tu vois, tu as un fossé ici, ce qui est vert là aussi, c'est un fossé avec de l'eau. Donc il y a beaucoup d'eau, et l'eau, elle peut pas s'évacuer pour l'instant. Donc là, c'est un truc auquel il faut réfléchir un petit peu, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'eau s'évacue en sachant qu'ici, c'est pas encore son terrain, donc il peut pas encore creuser un fossé qui va ramener surplus l'excédent d'eau dans le fossé, parce qu'il y a un fossé aussi le long de la route ici. Donc voilà, d'ailleurs on voit là, tu vois, le terrain à côté, là c'est de l'herbe, il n'y a pas de racines, donc le sol est hyper compacté, ce qui fait que l'eau elle part pas. Voilà à quoi ça ressemble quand on a du gazon. Ici, voilà. Donc, ce qu'il va devoir faire absolument, c'est trouver un moyen de drainer son terrain. Parce que tant que l'eau est mal drainée, on ne peut pas faire grand-chose. Donc ça, c'est une belle contrainte là. Au niveau de l'accessibilité, c'est ça. Comme je te disais, les gens ils vont arriver par ici, il y a un parking là, on va mettre un kiosque dans cette zone-là, et on voudrait qu'à terme, les gens se garent ici. Mais c'est pas très compliqué. C'est assez straightforward. Au niveau des vues, il n'y a rien à cacher, à part peut-être, comme je disais, on a envie de cacher cet espace-là, mais c'est très facile, avec des haies ici sur les fossés, d'aller cacher tout ça. Au niveau des contraintes, pas de contraintes. Les contraintes, par exemple, c'est s'il y avait une fosse septique ou un truc comme ça, un truc qui t'empêche de planter, ici, on peut y aller. Les contraintes, elles sont au niveau de la qualité du sol avec le drainage qui est pas très bon. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose, des limites? Non. Donc là, avec ça, moi, je te fais un bon petit topo déjà, la situation du terrain et avec quoi moi je pars quand je vais commencer à réfléchir à mon design. Donc tu vois, on a déjà parlé un peu des limites qui étaient, on a un problème avec l'eau, beaucoup trop d'eau, va falloir trouver un moyen de drainer tout ça si on a envie de planter quelque chose. On peut faire des buttes aussi, ça peut aider un peu, mais ce ne sera pas suffisant. Il y a une petite pente légère, mais rien de gênant, en tout cas rien qui nécessite qu'on ait besoin de capturer l'eau pendant qu'elle s'écoule, un truc comme ça, surtout qu'on a une forêt juste avant, donc on n'aura pas d'excès d'eau sur le terrain quand il y a une pluie parce qu'il est en pente. Voilà.
ok. Donc ça, c'était pour les observations. Je vais te parler un petit peu des recommandations. Voilà, moi, je bosse avec des agronomes. Ils sont super cool avec Antoine. Lui, il vient sur le terrain avec moi. C'est lui qu'on voyait faire ses trous. Et il fait un petit diagnostic de tout ça. Donc, je vais aller vraiment en vitesse sur ce que lui dit aussi. Et puis, il parle de recommandations. Ça, c'est la partie que je trouve vraiment super importante de voir, ok, qu'est-ce qu'on fait sur un terrain comme ça qui est mal drainé. Donc voilà, il t'explique un peu la même chose, tu vois, c'est surtout cette zone-là, ici en bas, là, qui est humide, mais franchement, c'est tout le terrain qui est en mauvaise qualité au niveau du drainage, de l'oxygénisation. Donc tu peux pas planter grand-chose. On peut voir que le pH il est faible, il est plutôt acide. On manque de phosphore, voilà, de potassium. Là, il dit matière organique très élevée, on a 6%, on s'entend qu'on peut aller vachement plus haut que ça, on peut aller sur du 10, 15, 20%. Surtout quand on fait de la permaculture, mais voilà, d'un point de vue agronomique, c'est bon. Qu'est-ce qui fait que c'est si élevé? C'est probablement parce que comme on n'a pas des bonnes conditions pour que la vie du sol se développe et décompose de matière organique, et quand une matière organique tombe au sol, parce que les plantes poussent, les feuilles tombent, et puis après les feuilles, les plantes meurent, retournent au sol, elles se décomposent pas parce qu'il n'y a pas la vie du sol, parce qu'il n'y a pas les bonnes conditions, parce qu'on manque d'oxygène, boum, simplement. Donc dès lors qu'on va drainer mieux, la vie du sol va pouvoir se développer, la matière organique va être digérée, donc on va redescendre un petit peu. Donc ça va être important d'aller rajouter beaucoup de matière organique. Dans tous les cas, c'est toujours important de bien pailler et puis de mettre de la matière organique. Mais voilà, mais on voit que le sol, il manque un petit peu de minéraux. Quoi je peux te parler? Ouais, c'est ça. Ça, c'est juste la liste un peu des plantes. C'est actuellement, si on fait rien, on peut planter ça, un peu du saule, un peu d'aronie, du chêne, du cèdre, du bouleau. Et on peut faire mieux que ça, tu vois. Donc c'est là qu'on intervient et puis on va lui expliquer un petit peu qu'il y a deux choses très importantes qu'il va falloir modifier, c'est le pH et l'améliorer en tout cas, le rendre un peu plus basique et le drainage. Comment on fait ça? Dans ce cas-ci, il y a plein de manières de ramener les minéraux, d'aider à la fertilisation. Dans ce cas-ci spécifique, on fait aussi en fonction de ce qui est disponible. Ce que le maraîcher a de disponible, c'est du fumier de cheval, il en a plein. Donc, logiquement, en perma, on va essayer de réutiliser ça. Une autre personne qui aurait peut-être des problèmes similaires, mais aurait d'autres ressources, on aurait utilisé ces ressources-là aussi. Donc, quand je te dis qu'ici, on va fertiliser avec du fumier de cheval, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est en prenant tout en compte, le fait qu'il a ça à disposition, pour lui, ce sera la meilleure. Okay, et puis, le fumier de cheval, ça fait du bon boulot. Tiens, je vais aller directement aux recommandations, parce qu'on sait que quand il y a de l'eau comme ça, il faut améliorer le fossé, et puis il faut trouver un moyen d'évacuer l'eau. Donc probablement ce qu'il va falloir faire, c'est dans ce cas-ci, c'est mettre une pompe, parce que le terrain il est en pente, ça veut dire vers ici, donc on doit remonter un petit peu, mettre une petite pompe pour ramener l'eau dans l'étang, et puis de l'étang il y a un fossé plus bas, et le fossé il se jette dans le fleuve. Donc il va falloir faire ça pour être sûr que le niveau de l'eau, là quand on était là, le niveau de l'eau le fossé il débordait, il était rempli complètement. Donc il faut absolument que le niveau de l'eau diminue pour que toute l'eau qui se trouve dans les terres puisse être drainée, qu'elle puisse s'évacuer en tout cas, et puis qu'on puisse la ramener plus loin. C'est pas idéal, on s'entend, de devoir mettre une pompe. Idéalement on ferait ça quelque chose de naturel, mais là avec le terrain, avec ce qu'il y a disponible, ça va être ça la solution. Surtout que des pompes il en a déjà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait tout début en 2024, c'est nous là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, c'est de refaire les fossés. On veut absolument que l'eau se draine et puis mettre en place tout un système de drainage. Une fois que c'est fait, tu fauges une première fois, parce que hautes herbes, tu fauges, tu mets tout au sol, tu bâches, tu occultes. Les bâches que moi j'aime bien utiliser, c'est quand même des bâches respirantes, mais qui ne laissent pas passer le soleil. Donc ça fait noir, mais l'eau peut quand même passer. Et puis l'oxygène aussi peut passer aussi. Ça évite des problèmes d'anaérobie, ou après quand tu enlèves ta bâche, ça pue, et puis non. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est dans des milieux dans lesquels il y a de l'oxygène et de l'humidité que la bonne vie du sol, celle qu'on aime bien en tout cas, qui décompose dans les bonnes conditions la matière organique, peut se développer. Yes. Donc voilà, prends des bâches, tu peux en trouver un peu partout, des bâches respirantes. Moi je préfère. Alors là, gros dossier, on parle de chaud. Donc là, on a eu des grosses discussions entre l'agronome et moi. Donc moi, j'ai vraiment une approche, on dit non, on veut pas de chaud, laisse tomber. Pourquoi? Parce que la chaux, c'est assez soudain.
on va on va rendre un peu plus calcaire ton sol, on va le rendre plus basique, pardon. Et toute la vie du sol qui était habituée au pH actuel, elle va pas survivre. Donc tu tues une grosse partie de la vie de ton sol. Moi en perma c'est pas un truc que j'aime bien. Mais là voilà, il faut trouver une espèce d'équilibre entre les besoins du maraîcher qui va peut-être pas attendre des années avant de pouvoir planter ou d'avoir une récolte qui est importante parce que la récolte qu'il va produire dépend un impact direct sur sa survie. Donc là, il y a peut-être un compromis qui doit être fait. Mais voilà, si toi, tu as le temps, que tu n'as pas des impératifs budgétaires, tu n'as pas besoin de faire de la thune vite fait, rapidos, parce que tu vis d'autres choses, prends ton temps. Mais pas nécessairement de la chaux. Pourquoi son sol est acide? Probablement parce qu'il n'est pas dans les bonnes conditions d'oxygène, ce qui fait que la bonne vie du sol qui décompose la matière organique ne peut pas bien se développer. Et donc la décomposition elle est comme bloquée. Et quand tu regardes un compost par exemple, au tout début, toute la matière organique, elle relâche tous les acides aminés, donc c'est plus acide. Donc tu as un pH qui est plus bas. Et petit à petit, la vie du sol va récupérer ces acides. Et donc on va remonter un petit peu, on va avoir le pH qui va monter jusqu'à 7,5, 8, qui est très basique, et puis qui va se stabiliser avec le temps vers 7 à peu près. Donc si tu as le temps, ce serait de naturellement retrouver ce pH-là en ramenant de la matière organique, en t'assurant que ton sol est dans des bonnes conditions, donc il faut qu'il soit décompacté. Tout ça, ça prend du temps, tu vois. Tu vas prendre des plantes qui ont des grosses racines, tu vas mettre des légumineuses par exemple, qui vont décompacter ton sol. Quand ça se décompacte le sol, l'air peut revenir, l'eau peut revenir, la vie peut revenir aussi, donc elle va monter, descendre, ramener la matière organique en profondeur. Mais ça prend du temps, ça prend 3, 4, 5 ans. C'est mon approche, mais parce que moi j'ai le temps de faire ça. Okay, donc toi, essaye de voir si tu as le temps ou pas, c'est quoi tes impératifs. En tout cas, dans ce cas-là, on parle de chaud, mais on n'en met vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas si tu es familier avec ça, mais voilà, on met presque 200 grammes au mètre carré. Ce qui est peu, c'est comme le minimum, un peu. Alors tant qu'à faire, on a mis de la chaux, il n'y a plus beaucoup de vie dans le sol. On laboure un coup, tant qu'à faire, on va faire un sol qui va être prêt, bon et nickel pour les prochaines cultures. Donc tu laboures un coup, tu mets ton fumier de cheval que tu as à disposition. Ici c'est 7 kg au mètre carré. Il est mis chaud, mais c'est pas chaud, là c'est le fumier. Mais pas que 6 kg de chaud, parce que c'est fini. Non, pas ça. 6 kg au mètre carré, alors tu vois la chose c'était 200 grammes. 6 kg de fumier au mètre carré, c'est beaucoup, c'est bien. Tu passes un coup de herse, comme ça tu fais du bon cacao. Là-dedans, par contre, fais bien gaffe parce que jamais ton sol, ça doit être du cacao. Ou en tout cas de la poudre comme ça, parce que là c'est sûr, t'as plus de vie. Donc très très vite, un des premiers trucs qu'on va faire, mais tant qu'à faire, fais des buts, parce que là, t'es ton bac à sable, fais des buts. Et très vite, tu sèmes un engrais. Dans ce cas-ci, on est allé sur du seigle, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On peut mettre, des annuels, des vivaces, un mix des deux, avec des fixatrices d'azote, avec les légumineuses, et puis d'autres aussi. Mais le but, là, le plus vite possible, c'est de venir stabiliser ton sol. Parce que s'il pleut, là, sur ton cacao, alors là, c'est foutu. Là, t'as une érosion de malade, t'as un lessivage de ouf. T'as intérêt à venir couvrir ça le plus vite possible. Donc arrange-toi aussi quand tu fais tout ça, qu'il n'y ait pas la pluie le lendemain. Regarde un peu la météo. Et voilà, là c'est un cas un peu particulier aussi, comme je te dis, ça dépend un peu des besoins du maraîcher. Ici on est sur du maraîchage, donc on va se permettre d'aller défoncer le sol une dernière fois, c'est vraiment la dernière fois, et puis après on ne le touche plus jamais. Voilà, donc ton seigle, tu le sèmes, tu le fauches un coup, tu laisses la neige tomber dessus. Au printemps, tu mets en plus un couvre-sol. Ici, c'est du trèfle rouge et blanc. Ça dépend, c'est pas toujours ça qu'on fait. Là, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui peut avoir de bons résultats avec le seigle qui lui est vivace, donc qui repousse. C'est parti, puis au printemps, on le fauche encore une fois, et puis après, tu plantes là-dedans directement. Donc, tu as ton couvre-sol. On s'entend que tu peux pailler tout ça aussi. Okay, tu peux aller mettre tes copeaux de bois, tu vois, ici, on en parle ici à la pelle, là tu balances tous tes copeaux de bois, tu fertilises encore une fois, tu mets tes copeaux de bois, et puis chaque année tu fais ça encore, tu refertilises, tu mets tes copeaux de bois. Voilà, ça c'était un peu pour les recommandations. Parenthèse.
hein. Comme ça, tu vois un peu le genre de truc qu'on peut recommander. Même, voilà, même moi qui fais de la permaculture, je te parle de cholage et de herse rotative. une fois, et puis c'est fait, parce que dans ce cas-ci, voilà, il y a des enjeux qui sont un peu différents de toi dans ton jardin privé. Mais toi, dans ton jardin privé, t'as pas besoin d'aller balancer un coup de herse avec de la chaux. Okay. Alright, donc maintenant je vais te parler un petit peu de... Voilà, on avait la page blanche. Qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi et comment? Donc je peux commencer par la forêt nourricière. Donc comme je te disais, il a fallu densifier un maximum. Les chemins font entre 2 et 3 mètres de large, donc c'est pas si large. Si tu regardes un petit peu comme ça, tu vois, ce qui est orange, c'est le diamètre des arbres. Donc voilà, tu vois, entre les arbres, il y a un 2 mètres ici. Moi, c'est ça que je veux toujours essayer d'avoir pour que ce soit quand même pratique de passer avec un petit tracteur. Un petit tracteur ou une tondeuse, ça va faire 2 mètres de large max. C'est un petit peu moins, je crois. Mais au moins, on peut passer tranquille. Voilà, c'est toujours important pour beaucoup de gens, c'est savoir quoi faire dans quel ordre. Ok, c'est quoi le plus important? Comme moi je viens de te l'expliquer là avec la chaux, les engrais verts, la fertilisation, la plantation, on explique un peu dans quel ordre on le fait. Ici on va faire un peu la même chose. Il a besoin de respecter son espace privé et de l'espace public. On va faire de l'agrotourisme, donc faire venir les gens, mais qui se sentent bien, que ce soit intéressant pour eux, puis qu'ils restent 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'il y ait des choses à faire pour eux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a toujours l'aspect de rentabilité aussi. Donc on va mettre des choses que le client peut vendre derrière. Okay, c'est bien beau de mettre certaines plantes, je sais pas moi, de la violette. C'est beau, ça fait des jolies couleurs, mais est-ce qu'on peut le vendre? Pas tant. On peut en mettre, mais peut-être pas en mettre beaucoup. Voilà. La beauté, c'est important. Donc, c'est-à-dire qu'au pied des arbres, on met des fleurs, on essaie de mettre des fruits un petit peu partout. On fait pas des rangées, on fait un truc sinueux, tu vois, pour la forêt nourricière, c'est pas des grosses rangées. Pareil pour les petits fruits, il y a des rangées, mais elles ont une forme un peu intéressante, avec des pergolas, ce qui fait que quand tu te promènes, mais voilà, t'as un effet, voilà, t'as un effet d'optique qui est quand même assez sympa. On essaie de casser un peu les vues, voilà, on met un petit promontoire ici pour regarder les grenouilles dans le fossé. Voilà. Ok. Je reviens ici. Il y a besoin de facilité aussi. Ben, très vite, là, ce genre d'aménagement, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, il va falloir trouver des plantes qui demandent très peu d'entretien, qui ne sont pas sujettes aux maladies, et puis qu'à un moment donné, on peut juste venir récolter. Boum. Et puis, l'année prochaine, elle se ressème ou bien elle repousse parce que c'est de la vivace. Pour aller plus loin dans l'efficacité, comme je te disais, tu vois, on a divisé la forêt en 3 sections avec les arbres fruitiers qui vont produire en août. Donc ça va être les cerisiers, certains pommiers, poiriers, les abricots. Puis après pour septembre, là, ça va être surtout pommes, poires, des coings aussi. Et en octobre, pommes, poires aussi. Voilà, mais on s'arrange pour qu'en début de saison, enfin en août quoi, il soit uniquement ici. Comme ça, il peut facilement fermer cet espace-là aux touristes, aux gens qui viennent visiter quoi. Parce que t'as pas envie. Imagine c'était l'inverse. On avait mis août ici, ben c'est-à-dire les gens ils arrivent ici, ils voient des pommes, ils sont pas encore prêtes. Tu sais comment sont les gens, on n'a pas envie qu'ils viennent et puis ils disent ah une pomme, ils l'accueillent et puis non, c'est juste les gars, ça se passe ici, tout le reste c'est fermé, vous venez pas. N'essayez même pas d'aller par là, c'est fermé. On mettra une clôture, une barrière, s'il faut un métro électrique, viens pas. Bref, on essaie juste de limiter les risques autant que possible. Alright, je reviens dans mon design. Et pareil pour ce qu'on met en dessous. Sous les arbres, c'est trop de boulot de commencer à mettre. Le classique, c'est de faire 2 arbustes. Tu mets un cassis, gadelle par exemple, et puis tu mets entre 10 et 15 herbacées différentes avec des fixatrices d'azote, des plantes d'ombre. Là, on a simplifié à fond. Il y avait 3 gros besoins. Il voulait des plantes mellifères. Pourquoi? Parce que les plantes mellifères, ben, après, il peut juste les couper, il les amène au marché, il les vend et ça se vend. Ça se vend bien des fleurs. Des bouquets de fleurs sauvages. Ok, donc on a fait 3 guildes différentes avec à chaque fois 3, 4, 5 fleurs, mais qui vont fleurir au même temps. Ce qui fait que dans ta zone, mettons, on va dire la zone 1, il y a plusieurs guildes avec des fleurs qui vont fleurir en même temps. Ça, toi, tu viens à ce moment-là de l'année, tu les fauches, ou en tout cas ce que tu as besoin pour cette journée-là au marché, tchoup, tu l'amènes au marché, tu la vends. Tu vas pas commencer à prendre une fleur ici, une fleur là-bas. Non, non, non. On a essayé de mettre ensemble toutes les plantes mellifères, mais qui faisaient des fleurs en même temps. Donc, on va avoir des fleurs pour mai, juin, juillet, août, et puis septembre.
si je me rappelle bien. On a réussi à faire ça, on a fait ça aussi avec des plantes médicinales et avec des comestibles qui sont à peu près prêtes en même temps. Comme ça, il doit aller au marché, il vient sous ses 3-4 guildes du mois de août, mettons. Et hop, il prend ce qu'il a besoin et il s'en va. Et il n'a pas commencé à aller voir la guilde là-bas, la guilde là-bas. Donc de nouveau, efficacité. Et on veut que ce soit rentable, efficace, facile, qu'il ne perde pas de temps. Et qu'en même temps, ce soit beau, qu'il y ait de la diversité, et puis qu'on ait ce principe de guilde avec sous chaque guilde des fixatrices d'azote ou des mellifères, et des comestibles et des répulsives. Ce sera un peu simplifié, ce ne sera pas aussi complexe que ce qu'on peut faire quand tu as une plus petite forêt nourricière, que tu as plus de temps, et que tu as une équipe pour t'aider. Mais on a un bon résultat quand même. Voilà. Ça, c'est pour la forêt nourricière. Alors, comme je te montrais, tu vois, il y a aussi des bancs, les gens ils peuvent se promener, c'est assez chouette. On a la forêt ici au nord. Ce que j'aime bien mettre toujours en bordure des forêts, pour bien montrer la limite aussi, c'est de mettre des ronces. Moi, j'aime bien mettre des ronces parce que naturellement, les ronces, c'est là qu'elles se placent, les framboisiers, les ronces. C'est des plantes pionnières, elles sont toujours en bordure, elles préparent le terrain pour que les arbres poussent. D'un côté, il y a la forêt, elles vont pas trop aller dans la forêt parce qu'elles vont très vite manquer de soleil. Et de l'autre côté, il y a un sentier. Donc le sentier, tu passes, tu le tombes, comme ça, tes ronces, elles peuvent essayer de s'étendre. Tu vas les tondre de toute façon parce que c'est un sentier pour que les gens passent. Donc tu viens une fois de temps en temps, tu passes et donc tu limites aussi la propagation de tes ronces. Donc partout en bordure, moi j'aime bien mettre des ronces, c'est très bien. Je sais pas si tu les vois là. Hop, hop. J'ai mis des ronces. Voilà. Ok. Ok. Alors là, pour l'exemple, oui, je mets des bordures, mais tu mettras probablement pas de bordure, il y en a juste trop. Tu vas juste essayer de t'arranger, de pailler une surface. Enfin, c'est tes buts en fait. Tu as tes buts, tu les pailles, et puis ça va être ça, ta bordure. Et puis là où sur le reste, tu peux mettre du trèfle blanc. C'est super, je trouve le trèfle blanc, ça pousse bien, c'est fixateur d'azote, ça ramène les insectes aussi. Et puis tu dois pas trop le tondre. Si tu as vraiment envie de tondre parce que ça t'amuse, tu peux mettre du gazon dedans, tu vois, ou tu laisses faire. Si tu as du chien dent, qu'il est là, bon, tu le laisses quoi. Alright. Maintenant, je vais te parler un petit peu. Ouais, je referai après dans mon document si j'oublie un truc, mais je pense que c'est pas mal. Je parlerai un peu des petits fruits. La même logique que pour les arbres fruitiers, on a une section plutôt hâtive. Je pense que c'était pour juin. Tu vois, les premiers framboisiers qu'on peut avoir, tu peux en avoir juin, juillet, et puis août, septembre, quelque chose comme ça. Et donc voilà, on a des zones qu'on peut facilement fermer si on veut la fermer au public pour être sûr qu'ils ne rentrent pas dedans. Avec des framboisiers. Pourquoi hâtifs? Parce qu'on n'a pas envie de les garder trop longtemps sur le terrain. Parce qu'au plus ils restent sur le terrain, en plus elles sont sujettes aux maladies et ce genre de choses là. On préfère qu'en début de saison tu viens, tu fais tes fruits et puis après c'est bon. Après les fruits on les a, on est sûr qu'on en a plein. Alors qu'en fin de saison, tu sais, c'est autant de temps où tu peux avoir des problèmes avec tes fruits et puis il faut les contrôler et puis faire attention à tout ça. Alors que voilà, tu augmentes tes chances d'avoir une bonne production bio sans avoir besoin de mettre de produits. Ouais. Pour protéger les maladies. Ensuite, voilà, ici, les petits arbustes. Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que tu vois, on avait dit qu'il y avait des grands arbres aussi. Ça veut dire que, tu vois, le soleil, il est par là-bas. On a une zone qui est un peu plus à l'ombre. On est à la mi-ombre. C'est pour ça que c'est bien d'essayer d'avoir une récolte le plus tôt possible. Juin, juillet, ou grand max. Parce que à ce moment-là, le soleil, il est encore assez haut. Surtout juin, juillet. Il est encore assez haut, ce qui fait qu'on passe au-dessus des arbres, on a un maximum d'ensoleillement, ça c'est bien. Et donc c'est bien d'avoir une production à ce moment-là et pas plus tard. Par contre, la vigne, le raisin qui arrive un peu plus tard, je la mets un peu plus au nord où là elle sera toujours en plein soleil, il n'y a pas de problème. Donc là on a les vignes, c'est ça, et puis des pergolas pour les kiwis, je trouve ça vraiment chouette. Il y a plein d'exemples comme ça qui existent de pergolas, de structures sur lesquelles tu peux mettre des kiwis. Là, on est en zone 6, ce qui fait qu'on peut mettre de l'argouta facilement ou du colomicta. L'argouta il est un peu plus gros, le colomicta il est plus petit. Il ressemble un peu plus à des raisins. Et vite fait, on a mis un mandala, on voit peut-être pas très bien là, parce que je sais pas, le rendu est un peu sombre là. Mais tout à fait. Le but, c'est pas tant d'avoir une production ici, c'est juste de faire un petit truc joli avec l'espace qui reste. On n'est pas obligé de faire ça, on pourrait rajouter. Mais tu vois, l'espace est tellement petit qu'aller mettre quelques framboisiers ou quelques arbustes, Stucassis, Gadel ici, ou pas Camrys. Camrys, elles ont besoin un peu plus de soleil, donc tes Camrys, balance-les. Ici, il y a plein d'espace le long de tes fossés. Balance éventuellement du méric baumier qui structure les berges. Mais bon, ça fait beaucoup de méric baumier, tu peux en mettre un petit peu, mais mettre de la Camrys aussi. C'est super bon, ça a une bonne valeur, c'est en plein soleil, c'est cool. Donc ici, le demi-mandala, c'est plus pour faire joli, pour faire un espace où aller voir, et puis des choses intéressantes avec des petites pancartes qu'on peut mettre pour que quand les gens viennent.
Si par exemple tu as envie de planter juste des courges, tu peux juste planter des courges ici, merci, au revoir, parce que les courges, tu les plantes une fois et puis tu peux les oublier. Tu reviens à l'automne. Avec les structures grimpantes aussi, ça peut être super, super chouette. Mais voilà, le but ici, c'est de faire un truc joli, avec éventuellement aussi des plantes aromatiques qui demandent aucun entretien, et puis tu viens ici une fois, de temps en temps, tu les fauches quand tu as besoin, tu vas les vendre. Ok, ensuite, je vais te parler de cet espace-ci. Cet espace-là qu'on aimerait aussi, enfin en tout cas le maraîcher aimerait pouvoir racheter pour rajouter et que ça fasse l'entrée, donc c'est-à-dire de manière logique. Si les gens se garent sur la rue ici, pardon, voilà, il y a le petit fossé, ils passent le fossé, le premier truc qu'ils voient, c'est le kiosque. Donc c'est l'accueil, directement ils voient les produits, ils sont là, ils sont en vente, regardez, on a des paniers de tous les produits frais, c'est la saison de ceci, cela, tu as les gros bacs, tu les vois. Tu peux prendre les pièces si tu as envie, ou bien tu as le panier bio tout fait, tu le récupères. Et puis en plus, on peut faire des produits transformés. S'il y a des animaux, il peut vendre, je sais pas, du poulet ou de la viande. Il fait de la transformation, il peut acheter, je sais pas s'il a des pommes, il peut acheter et vendre un cidre ou du vinaigre ou de la compote ou de machin comme ça. Donc pour lui, ça lui fait une plus-value. Et puis voilà, avec du cidre, on prend les pommes que les gens n'ont pas achetées et puis on en fait du cidre. Et au moins tu réutilises un déchet, en tout cas un truc que tu n'as pas réussi à vendre et tu le vends transformé plus cher. Donc c'est bon. Il faut optimiser les gars. Ok. Ton kiosque il est là, c'est le premier truc que tu vois quand tu rentres, c'est super important. Moi je voulais mettre un petit espace ici. On a déjà des arbres qui sont là, donc on va pas les enlever, on fait avec. C'est pour ça que c'est un peu difficile ici d'avoir des planches ou d'avoir une production plus intensive parce qu'on manque un peu de soleil sur cette zone-là. Il y a quand même de l'espace, donc pour moi ça manquait dans l'écosystème. Si on a mis les petits fruits, on a mis les arbres fruitiers, 5 mètres. Ça manquait d'arbres un peu plus grands, donc tu as un tilleul. Moi j'adore le tilleul, j'adore le muret rouge. Ces arbres-là, ils font entre 10 et 20 mètres. Le tilleul, même le tilleul, je le vois, il fait pas plus de 15 mètres, ici au Québec en tout cas. Des vieux tilleuls. Donc tu vois, vers 15 mètres, c'est pas mal. Je trouve que tu pourrais mettre du mycoculier aussi si tu veux. Donc moi, je viendrais plutôt mettre ça parce que j'adore le tilleul, c'est hyper mellifère. Ça sent bon, tu peux utiliser les feuilles en salade. Enfin, il y a plein de trucs à faire avec ça. Et puis tu as les fleurs aussi, que tu peux faire des infusions, trop bien. Donc un petit tour ici avec en dessous tu mets plein de noisetiers, ça manquait aussi des noisetiers, et puis ça fait un petit endroit où tu peux venir te balader, c'est sympa. Et juste à côté tu peux mettre un enclos aussi avec des petits animaux. Voilà, si tu avais des poules tu peux les mettre là, les gens en passant ils vont adorer voir les poules, tu peux vendre tes œufs. Et j'aime bien aussi avec ça, c'est que tu peux agrandir l'enclos. Tu pourrais même dire que toute cette section là c'est l'enclos, ce qui fait que les gens ils arrivent, il y a l'endroit où ils peuvent acheter tout ce dont ils ont besoin. Et puis de l'autre côté, tu as la forêt dans laquelle tu peux venir te balader, mais c'est aussi un enclos pour les poules. Voilà, si tu es motivé, tu peux mettre quelques chèvres aussi. Pourquoi pas, voilà. À condition qu'elles aient la place pour qu'elles soient bien, on s'entend quoi. Mettre des poules au moins, je trouve que ça a plus d'utilité une poule en permaculture qu'une chèvre. C'est mon avis. Des tables de pique-nique, super important, proche de l'endroit, du kiosque, de toute façon ils peuvent acheter des trucs, face aux animaux où les enfants vont passer du temps, face à la plaine de jeu où les enfants vont passer du temps. Et puis après, facilement, il n'y a pas 10 000 accès, tu vas accéder à la forêt nourricière, tu passes sur le ponton, pouf, tu y arrives. Tu marches sur les sentiers où tu peux venir te promener ici dedans, hein, c'est sinueux, tu as plein de petits accès. Bonjour monsieur, salut. Hop, tu passes, tu te promènes. Et puis tu arrives naturellement, parce que c'est pensé pour. Tu arrives naturellement, bah tiens, juste en face d'un autre ponton qui t'amène dans l'autre section. Donc voilà, ça c'est pour la. Et puis ici, on bloque l'accès. Tu vois, il y a déjà des barrières. T'as les fossés où tu peux mettre tout un tas d'arbustes, tu peux laisser du spontané, tu peux venir en rajouter un petit peu aussi. Si tu as besoin de BRF, tu mets du saule, tu mets de l'aune. Saule, hormone de croissance, c'est génial. L'aune qui est fixateur d'azote, c'est génial aussi. Ou bien si tu veux mettre des comestibles, tu peux aussi, mais ça prend un peu plus de temps à pousser. Moi j'aime bien le saule parce qu'en 3 ans, tu arrives à tes 6 mètres. Donc si tu as envie très vite de faire une brise-vent ou bien de faire une brise-vue, tu mets du saule. Ça pousse bien, et puis voilà, c'est le long des fossés, ça aime bien la flotte, donc ça pousse bien comme ça.
Alright. Voilà, si tu avais besoin, tu mets juste une petite barrière ici, tu es sûr que personne va dans le côté, dans la partie plus privative. Cool, 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 cool. Cool. Bah voilà, je t'ai expliqué un peu rapidos là, en 36 minutes, tout le détail de pourquoi, du comment j'ai fait ce design. J'espère que ça t'aide un petit peu à y voir un peu plus clair, peut-être que ça donne un peu des idées pour toi, pour ton terrain. Si tu as des questions, on peut toujours me les poser, ça me fait plaisir. Moi, je pense que j'ai pas mal abordé tout ce que j'avais envie d'aborder. Quand tu as des fossés comme ça, laisse les plantes spontanées pousser. C'est une zone qui est très humide, mais naturellement, tu vas avoir des plantes qui vont venir pousser là. Tu vas avoir des roseaux, des choses comme ça. Mais fais confiance qu'elles vont venir se mettre. C'est juste tes berges. Si tu peux venir semer quelque chose rapidos, parce qu'il faut les structurer, tu n'as pas envie qu'il y ait de l'érosion. Et puis mettre des vivaces ou des arbustes. Moi ici, c'est ça que je préconisais. On met des arbustes. Éventuellement, si regarde au niveau de la loi, la réglementation, ce que ça dit chez toi, est-ce que tu as besoin le long de tes fossés, si c'est dans une zone publique où il y a des enfants, tout ça, est-ce que tu dois mettre une barrière, ou bien quelle distance tu dois mettre. Soit tu fais une distance assez large dans laquelle tu peux planter plein de choses. Ici, voilà, moi je préconisais la camerise, ou bien parce que c'est plein soleil, ou bien du mûrique baumier parce que c'est une plante pas très grande mais qui vient structurer les berges, ça pousse dans n'importe quoi. Et si tu mets une barrière, tu peux aussi mets une petite grappante dessus, profites-en là, vas-y, mets de la vigne ou mets encore du kiwi. Et puis si t'en as trop et que tu as envie de mettre autre chose, tu peux mettre simplement des plantes grimpantes mellifères, et puis devant, tu peux mettre des petits arbustes comme j'ai fait ici. Voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour. Prends soin de toi. Je vais en faire d'autres comme ça. J'aime bien pouvoir expliquer un petit peu comment j'ai mis un 40, 50, 60 heures dans un projet comme ça. Et puis comment j'arrive à te l'expliquer en 30 minutes. Mais voilà, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de problèmes pour lesquels il a fallu trouver des solutions. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et puis tant mieux si ça te donne des idées. Prends soin de toi. Ah oui, un petit truc aussi, c'est sûr, tu mets des clôtures pour des animaux, évidemment, tu peux mettre des grimpantes aussi. Si c'est à l'ombre, moi j'aimais bien, chez moi j'avais mis la vigne vierge, parce que ça pousse très bien à l'ombre. Et je trouvais pas ça tant envahissant, j'ai pas eu de problème. Et puis surtout, ça fait des petits fruits quand même, ils sont pas bons pour toi. Tu peux les goûter, mais c'est pas incroyable. Et puis un ou deux ça va, mais pas trop, je te déconseille. Mais pour les animaux, c'est cool. Les poules, elles venaient, je les voyais, elles sautaient pour attraper les petits fruits de la vigne vierge, donc c'est super. Voilà. 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 Et puis ce que j'aime bien aussi avec l'idée, c'est si on met des arbres fruitiers comme du mucoculier ou bien du mûrier rouge, qui font des petits fruits, quand ils sont mûrs, ils tombent au sol. Mais s'il y a des animaux, ils vont venir les nettoyer, ils vont venir les manger, donc tu n'auras pas trop de problèmes d'abeilles par exemple, ou de guêpes ou des choses comme ça. Pas que ce soit un problème, mais disons que si tu as des gens qui passent juste à côté, c'est quand même chouette de pouvoir décomposer rapidement, transformer rapidement tous les fruits qui tombent au sol. Ça augmente simplement la fertilité. Et puis, je préfère que ce soit des poules qui les mangent que des guêpes. Pour les gens qui passent. En tout cas, c'est une question d'équilibre. Quelques guêpes, ça va, mais trop, hein, ça peut poser d'autres problèmes. Voilà. Non, mais j'aime bien les guêpes. Hein. Ok, c'est cool. J'ai fait le tour. Prends soin de toi. Je vais en faire d'autres comme ça. Mais je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble ce design pour une ferme maraîchère qui a des besoins, comme je disais, de production, de rentabilité, mais aussi d'esthétisme, de beauté, que ce soit attrayant et pratique. Le côté pratique est très très important d'avoir une production et puis de pouvoir la récupérer le plus facilement possible dans un aménagement qui sort un petit peu de l'ordinaire. On n'est pas dans des planches là ici. Voilà. Prends soin de toi. À très bientôt. Ciao.